attaquer ce chapitre 7. Donc le chapitre 7 qui s'appelle donc produits scalaires et applications. Donc je vous rappelle que en seconde, on a déjà défini deux opérations entre les vecteurs. Donc on a défini l'addition entre les vecteurs, hein. On sait quand on a deux vecteurs, on sait additionner deux vecteurs. Et on a défini aussi déjà la multiplication d'un vecteur par un réel. Hein, on sait par exemple ce que signifie ce 3,5 fois le vecteur u. Ce qu'on n'a jamais fait, alors quand je dis on a défini l'addition, vous savez que puisque on a défini ce que c'était que la multiplication par un réel et donc la multiplication par un négatif, on a aussi défini la soustraction de deux vecteurs en seconde. Donc, comme d'habitude, vous m'interrompez si besoin, vous posez des questions dans le chat. Mais comme le chat, je ne l'ai pas exactement sous les yeux, le mieux, c'est quand même de me couper la parole en coupant votre micro. Donc, je disais donc, on a... Oui, bah, si ça marche pas, Titouan, on est d'accord, tu regarderas sur YouTube le live. Voilà, si ça marche vraiment pas, ça sert pas à grand chose de le suivre, tu le regardes à la fin dès que je l'ai posté. Habituellement, dans le quart d'heure qui suit, c'est posté. Donc, on en était donc à définir qu'on a trois opérations qui sont définies pour les vecteurs. La somme, la soustraction et puis la multiplication par un nombre. Ce qu'on n'a pas encore défini, c'est donc la multiplication de deux vecteurs. Alors, la multiplication au sens u fois v avec le symbole multiplié, vous n'allez pas le rencontrer, c'est pas ça qu'on va définir. Ce que on va définir, la multiplication qu'on définit en première, alors vous verrez qu'en fait pour les vecteurs il existe deux multiplications, mais en première on va avoir qu'une seule multiplication qu'on appelle donc le produit scalaire de deux vecteurs, et qui va pas se noter avec le symbole multiplié mais avec un point. Donc c'est ce qu'on appellera le produit scalaire de u et de v. Et donc quand on lit la définition, on s'aperçoit que finalement, alors je vais directement passer à la deuxième partie. Déjà, alors ce qui est très important et ce qui est très particulier dans le produit scalaire, c'est que quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs, on n'obtient pas un vecteur. Donc c'est la première chose à voir. Vous avez vu, on obtient un nombre, c'est écrit ici. Donc on vous dit qu'un produit scalaire, ce sera donc un nombre réel, et qui sera égal, alors dans le cas général, le produit scalaire de u et de v, c'est la norme de u multipliée par la norme de v multipliée par le cosinus de l'angle orienté uv, d'une mesure de l'angle orienté uv. Hein, on a travaillé avec les angles orientés de vecteurs, et donc l'idée générale, c'est évidemment, j'ai deux petits vecteurs u et v, comme ça, qui forment un certain angle. Donc j'ai un vecteur u, un vecteur v, vous pourrez rajouter les petits croquis. Évidemment, ils forment un angle UV orienté de vecteur qui a une certaine mesure. Hein. On sait qu'il y a plusieurs mesures égales modulo de pi, mais en bref, il suffit qu'on connaisse une mesure. Et dès qu'on connaît une mesure de l'angle, qu'on connaît la norme du vecteur U et la norme du vecteur V, je vous rappelle que les normes, ce sont les longueurs des vecteurs, ce qu'on appellera le produit scalaire, c'est finalement le résultat de ce calcul-là, la norme de U, fois la norme de V, fois donc le cosinus de l'angle UV. Bon, donc on voit que évidemment ça vaut le coup d'avoir travaillé avec les cosinus avant de faire ce chapitre-là. Vous comprenez bien qu'il faut avoir fait la trigonométrie avant de parler de produits scalaires. Ça c'est dans le cas où U et V désignent deux vecteurs qui sont différents du vecteur nul. Et donc, on vous dit que dans le cas où soit le vecteur U, soit le vecteur V est nul, dans ce cas-là, le produit scalaire de U et de V, ce sera égal à 0. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de définir ce cas-là indépendamment? Vous vous rappelez que quand un des deux vecteurs est nul, que ce soit le vecteur U ou le vecteur V, on ne peut pas parler de l'angle orienté UV. L'angle orienté UV, ça n'existe, si vous voulez, que lorsque les vecteurs sont non nuls. Or, on a besoin quand même de pouvoir faire le produit scalaire entre le vecteur nul et un autre vecteur.
Et dans ce cas-là, on le définit indépendamment et on dira que, que le produit scalaire, c'est 0. Alors c'est une définition, ça ne se démontre pas, hein, c'est comme ça, c'est ce qu'on pose. Bon, donc, retenez bien, le plus important, c'est évidemment, ça va être cette formule qu'on va utiliser tout de suite dans quelques exemples, mais retenez bien que contrairement à la somme et à la différence de deux vecteurs qui donnaient un vecteur, cette fois, et même à la multiplication d'un vecteur par un nombre, cette fois, le produit scalaire de deux vecteurs donne un nombre. Un nombre réel, donc, qui pourra être positif ou négatif. Quelques petites informations, quelques petites remarques avant de faire des exemples. Regardez. Déjà, on vous dit que V scalaire U, c'est égal à U scalaire V. On dit que le produit scalaire est donc symétrique. On dit aussi que les commutatifs, c'est une opération commutative, on peut inverser l'ordre. Bah oui, parce que finalement, là, on n'a que des multiplications. Donc on sait que l'ordre norme de U fois norme de V ou norme de V fois norme de U, c'est exactement la même chose. Et c'est surtout, ça vient du fait que le cosinus est une fonction paire. Autrement dit, le cosinus de UV, c'est la même chose que le cosinus de VU. Donc c'est bien la parité de la fonction cosinus qui nous permet de justifier que finalement le produit scalaire de U et de V, c'est la même chose que le produit scalaire de V et de U. On lira U scalaire V ou V scalaire U, d'accord, quand on le lit comme ça. Bon. L'intérêt, on vous dit, ça implique qu'on peut considérer l'angle géométrique, autrement dit le signe de l'angle, qu'il soit orienté ou pas, peu importe, on a besoin, finalement, quand on connaît la mesure de l'angle géométrique, c'est-à-dire la mesure entre 0 et 180 degrés, ou entre 0 et pi radian, mais sans connaître le signe, en fait, ça nous donnera le même cosinus, et donc ça donnera le même produit scalaire. Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque est très très importante, c'est une des propriétés et des caractéristiques fondamentales du produit scalaire, c'est que une condition nécessaire et suffisante pour que le produit scalaire de deux vecteurs soit égal à 0, c'est que soit un des vecteurs est nul, ça on l'avait déjà vu, soit l'angle entre les vecteurs vaut pi sur 2 modulo pi. Autrement dit, on dira que les vecteurs sont orthogonaux. Et donc, le produit scalaire est nul si et seulement si les vecteurs sont orthogonaux. Et ça va être important parce que ça va être une manière, finalement, une nouvelle méthode pour démontrer que des vecteurs sont orthogonaux. Si je veux démontrer que des vecteurs sont orthogonaux, que leur direction forme un angle droit, il me suffira de prouver que leur produit scalaire est nul, à condition que les vecteurs soient non nuls. Hein. Et donc ça, c'est très important. Vous verrez qu'à chaque fois que vous voulez démontrer qu'il y a des angles droits, des choses comme ça avec les vecteurs, on se servira du produit scalaire. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore l'intérêt parce qu'il va falloir que vous compreniez une chose, c'est que ce fameux produit scalaire, à la fin du chapitre, on va avoir 4 manières de calculer un produit scalaire. Ok, Andrea, tu t'envoies un petit message à Lomae pour lui dire de regarder sur YouTube, si vraiment elle ne peut pas ouvrir Discord. Donc, comme je le disais, vous allez voir qu'à la fin du chapitre, et à la fin de la semaine, parce qu'en fait, à la fin de la partie 2, là on fait la partie 1 aujourd'hui, vous aurez les 4 méthodes qui permettent de calculer un produit scalaire. Et 4 méthodes très différentes. Donc, suivant les exercices, vous aurez à utiliser telle ou telle formule, telle ou telle méthode qui permettra de calculer le produit scalaire. Et donc, quand vous voudrez démontrer de l'orthogonalité, qui a des droites perpendiculaires, on pourra essayer de calculer le produit scalaire et montrer que le produit scalaire est égal à 0. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Je ne vous l'ai pas démontré, mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est vrai? Mais regardez, je peux vous le démontrer, je vais le mettre sur une autre page là. Réfléchissons un petit peu à ce que ça raconte, ce que raconte U orthogonal à V. Être orthogonaux, ça veut dire former un angle droit. Hein. Donc c'est équivalent à le produit scalaire, l'angle orienté de vecteur est égal à pi sur 2 modulo pi.
Hein, c'est ça, être orthogonaux. Ça veut dire que leurs directions sont perpendiculaires. Donc l'angle, c'est du pi sur 2 ou du moins pi sur 2. Pi sur 2 modulo pi. Mais dans ce cas-là, je vous rappelle que le produit scalaire, U scalaire V, la définition, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Ok. Et donc, si UV est égal à pi sur 2 modulo pi, ben, ça, c'est équivalent à ce que le cosinus de l'angle UV, et là, vous refaites votre petit cercle trigonométrique, ben, quand est-ce que l'angle orienté entre les deux vecteurs vaut pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire pi sur 2 modulo pi ou moins pi sur 2 modulo pi, vous voyez bien que ça veut dire être ici ou ici, et vous voyez bien que ça veut dire que le cosinus, il vaut bien 0. Or, le cosinus qui vaut 0, ben, si vous multipliez par norme de U, norme de V, vous trouvez bien. Alors, il y a juste une petite subtilité, c'est que pour que l'équivalent soit vrai, hein, il faut que tout ce raisonnement-là, on le fait avec U différent de vecteur nul et le vecteur V différent du vecteur nul. Ok? Donc, si mes deux vecteurs sont non nuls, cette équivalence est vraie. Et ça signifie bien que le produit scalaire est égal à 0. Donc, il y a équivalence entre, pour des vecteurs non nuls, il y a équivalence entre le fait que les vecteurs sont orthogonaux et le fait que le produit scalaire soit égal à 0. Donc, on aura une propriété importante ici. Et c'est vrai que quand je vois que je l'ai marqué seulement en remarque dans ma partie cours, je pense qu'il faut que vous ayez conscience que ça, c'est très important. Et donc, ça vaut le coup de l'encadrer quand même. Voilà. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire un petit exemple d'application directe. Alors pour ça, on va utiliser les exercices du livre. Vous pouvez avoir votre livre qui est ouvert page 250, mais de toute façon, je vais le projeter aussi là directement. Et on va à chaque fois en faire quelques exercices d'application directe, mais on va pas on va pas tout faire. Je vais vous en laisser à chaque fois à faire à la maison. Donc on va commencer par l'exercice. Donc on va commencer par l'exercice numéro 10, page 250. Voilà, je vais tout de suite. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Donc on va faire le 10, on va pas tout faire, on va faire le A et le C. Donc le A et le C, c'est simple. C'est seulement, donc, hop, voilà, c'est bon. Donc, on vous demande de calculer le produit scalaire. Voilà, et on voit que dans chacun des cas, on a la norme des vecteurs qui est donnée et l'angle orienté de vecteur qui est donné. Ok? Donc, allons-y. Donc, le petit a. Donc, on nous dit U scalaire v, on applique notre formule. U scalaire v, c'est donc norme de u, norme de v, norme de u fois norme de v, fois le cosinus de l'angle UV. Je réécris ma formule une fois là quand même. Donc je remplace, ça fait donc racine carrée de 2 multiplié par 8 multiplié par le cosinus de moins 3pi sur 4. Alors même si UV vaut moins 3pi sur 4 modulo 2pi, vous n'avez besoin que d'une mesure. Donc on va prendre moins 3pi sur 4. On pourrait prendre n'importe quelle mesure, mais c'est pas la peine d'écrire le modulo à l'intérieur de votre cosinus. Donc ça fait 8 racine carrée de 2. Et on a besoin du cosinus de moins 3pi sur 4. Et donc là, il faut être capable de retrouver la mesure assez rapidement dans votre cercle trigonométrique. Je vais peut-être quand même le déplacer. Alors. Ok, et puis celui-là aussi n'était pas terrible.
Bien. Donc ici, ça nous fait du... alors, cosinus moins 3pi sur 4. Donc moins 3pi sur 4, je vous rappelle que là, on a pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Donc dans l'autre sens, moins pi sur 4, moins 2pi sur 4, moins 3pi sur 4. Ok, il est là, moins 3pi sur 4. Le cosinus de moins 3pi sur 4, c'est donc cette petite valeur-là. Et vous savez que tout ce qui est lié, j'ai écrit pi sur 3, mais c'est un pi sur 4, pardon, moins 3pi sur 4. Et vous savez que tout ce qui est multiple de pi sur 4, c'est lié à la valeur de cos pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2. Donc ici, on va obtenir du moins racine de 2 sur 2. Donc, moins racine de 2 sur 2. Et ça nous donne, par simplification, donc ça nous fait du moins 8 demi, ça fait 4. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré, ça fait 2. Et donc, on trouve comme produit scalaire moins 8 pour le petit a. Ça va? Vous voyez que, évidemment, hein, là, toute la trigonométrie va nous servir dans ce chapitre. Mais c'est plutôt des petites choses simples. Hein. C'est-à-dire seulement savoir lire des valeurs sur le cercle. On ne va pas, évidemment, faire des choses, utiliser toutes les notions du chapitre précédent. Donc ensuite, on a le petit c. J'avais prévu de faire le petit c rapidement. Alors, donc U scalaire V. Norme de U, ça fait 3. Norme de V, ça fait 4. Et donc, on doit faire le cosinus de pi. Donc là, c'est rapide. Cosinus de pi, c'est égal à moins 1. Donc, 3 fois 4 fois moins 1. Et ça fait moins 12. Bon. On tombe sur deux produits scalaires négatifs. Bon, c'est comme ça, mais on en reparlera de savoir quand est-ce qu'il est positif ou négatif. Peut-être que vous aviez déjà réfléchi et que vous avez déjà une idée pour certains. Est-ce que quelqu'un a une idée, savoir quand est-ce qu'on peut prévoir que le produit scalaire va être positif ou négatif? Ça va être dépendant de quoi? Quand vous regardez la définition du produit scalaire, norme de U fois norme de V fois cosinus UV, vous voyez bien que le signe ne peut pas devenir des normes. Les normes, elles sont toujours positives. Ça ne vient que du cosinus. Donc le cosinus, quand est-ce qu'il est négatif? Le cosinus, il est négatif ici, là, hein, sur mon cercle Trigo, dans la partie gauche. Autrement dit, il faut que l'angle orienté entre U et V, là si j'ai U, il faut que, regardez, et là j'ai V par exemple, vous voyez bien, il faut que pour avoir un cosinus négatif, il faut que l'angle orienté entre les deux vecteurs, l'angle géométrique entre les deux vecteurs, soit un angle obtus. Si j'ai un angle obtus, vous voyez bien qu'obligatoirement le cosinus sera négatif, et dans ce cas-là, on aura un produit scalaire négatif. Bon, je n'avais pas spécialement prévu de vous en parler maintenant, mais on le voit dans cet exemple. Bien, ça va pour les petits exemples? Ok, donc savoir calculer des produits scalaires avec cette première définition. Vous avez eu le temps de noter, c'est bon? Donc ça, c'est des petits exemples, il ne faut pas hésiter à mettre comme exemple du cours à côté. Voilà, je ne vous ai pas nécessairement laissé la place sur le cours pour les écrire, donc à vous de les écrire à côté. Vous pouvez peut-être coller la feuille sur une seule page, par exemple, dans votre cahier, et en face, vous écrivez les exemples, les petits graphiques et tout. Ça peut être une méthode. Donc je reviens dans la partie cours, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc dans la partie cours, regardons maintenant une nouvelle définition qu'on appelle le carré scalaire. Alors c'est simple, hein, ce qu'on appelle le carré scalaire de U, ou c'est le carré d'un vecteur, c'est simple, c'est vecteur U scalaire vecteur U. Alors vecteur U scalaire vecteur U, ça vaut la norme de U au carré. Alors pourquoi? Je vous le montre tout de suite. Hein. Regardez, quand on utilise la définition, quand je fais U scalaire U, puisqu'on n'a jamais imposé que les vecteurs dont on faisait le produit scalaire étaient différents. Voilà. Donc, U scalaire U, c'est norme de U fois norme de U fois le cosinus de l'angle U
U. Hop, pardon. Ok, donc ça nous fait ça. Or ici, ben, norme de U fois norme de U, c'est bien norme de U au carré. Et l'angle orienté entre U et U, ben, on sait que c'est un angle nul, donc une des mesures, c'est 0. Et cosinus, donc c'est fois cosinus de 0, mais cosinus de 0, rappelez-vous, ça fait 1. Donc c'est norme de U au carré fois 1, c'est-à-dire norme de U au carré. Bien. Donc, finalement, quand je fais U scalaire U, je tombe sur norme de U au carré. Et ben on notera ce norme de U au carré ou ce U scalaire U, en fait, on le nomme carré du vecteur U et on l'appelle le carré scalaire de U. Voilà, c'est une définition, même si c'est une nouvelle notation, ce carré scalaire. Donc, on pourra mettre un vecteur au carré. Ça voudra dire qu'il est multiplié par lui-même avec le produit scalaire. Ça a du sens, hein, puisque ça généralise ce qu'on sait déjà sur les multiplications des nombres. Ok, propriété 1 maintenant sur la linéarité du produit scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse linéarité? Cette linéarité, elle dit ceci. Elle dit, pour tout couple de vecteurs UV et pour tout réel x, quand je fais le produit scalaire entre le vecteur xu et v, c'est la même chose que de faire x fois le produit scalaire u scalaire v. Autrement dit, vous voyez que c'est un peu comme si ce petit coefficient x, qui est un réel, on pouvait le sortir en facteur et faire le produit scalaire de u et de v. Et la démonstration est très simple. Regardez la démonstration. Alors, pardon, elle n'est pas très simple parce qu'on fait une séparation des cas. Et parce que si la démonstration, elle est peut-être pas si simple que ça, justement. Regardons ce qui se passe. XU scalaire V, c'est donc, d'après la définition, la norme du vecteur XU fois la norme de V fois le cosinus de l'angle XUV. Alors là, je suis passé un peu vite. Je suis passé un peu vite parce que il y a des années où on travaille un peu cette notion de norme. On l'a pas trop travaillé avec vous dans votre nouveau programme, donc il faut que j'en parle un tout petit peu. En seconde, on a défini, quand j'ai un réel k, je vais l'appeler x, je vais faire comme quand j'ai un réel x et quand j'ai un vecteur u, je vous rappelle qu'on a défini ce que c'était que le vecteur x fois u. On note xu comme ça. C'est un vecteur qui a la même direction que u, qui a le même sens que u si jamais x est positif et le sens contraire de u si x est négatif, et dont la norme de u est multipliée par la valeur absolue de x. Et ça se note comme ceci. La norme de xu, je ne peux pas écrire que c'est x fois la norme de u, parce que quand c'est négatif, ça ne marche pas. Donc on dit que c'est valeur absolue de x fois la norme de u. Pour vous montrer un exemple, pourquoi ça c'est vrai, si vous aviez le vecteur moins 3u, et que vous vouliez connaître sa longueur, sa norme, le vecteur moins 3u, on ne peut pas dire qu'il est moins 3 fois plus grand que la norme de u. On va dire qu'il est 3 fois plus grand que la norme de u. Le petit moins ici va nous indiquer que ce vecteur moins 3u, il n'a pas le même sens que u. D'accord? Mais il a la même direction et sa norme est 3 fois plus grande. Et ce 3 fois plus grand, on va dire c'est 3 fois la norme de u. Vous voyez bien que ce 3 là, c'est pas le même nombre que moins 3. C'est son opposé ici, mais comme il est négatif, on dit que c'est sa valeur absolue. C'est la valeur absolue de moins 3 fois la norme de u. Bref, ça va nous servir ici que pour la démonstration. Donc, ce norme de xu, c'est valeur absolue de x fois la norme de u. Donc j'ai valeur absolue de x fois la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de xuv. On fait maintenant une disjonction des cas, une séparation en plusieurs cas dans cette démonstration. Première chose, si x égale 0, pas de problème, si x égale 0, cette égalité elle est bien vraie, parce que si x égale 0, vous allez ici avoir 0 fois le vecteur u, ça fait le vecteur nul, et le vecteur nul scalaire, n'importe quel vecteur, on a dit que ça faisait 0. Donc toute la partie gauche de l'égalité
sera égal à 0. Pour la partie droite, bah, si vous faites le produit scalaire U et V, ça fait un nombre, mais comme vous le multipliez par 0, ça fait encore 0. Donc on a bien l'égalité, j'ai marqué évident, l'égalité est bien vraie quand x égale 0. Maintenant, on fait une séparation suivant le signe de x. Si x est strictement positif, bah, dans ce cas-là, sa valeur absolue, c'est petit x. Très bien, donc comme sa valeur absolue de x, bah, c'est petit x, on peut enlever la valeur absolue dans mon égalité ici. Regardez, je peux enlever la valeur absolue. Donc on enlève la valeur absolue. Et ce cosinus x uv, rappelez-vous que quand il y a un nombre positif en coefficient, on avait dit bah, finalement, alors je suis désolé, là il y a une petite faute de ma part. Il faut que vous me barriez ce x là. Là, c'est si x est positif, le cosinus de l'angle xuv, c'est le même que le cosinus de uv, car xuv, c'est le même angle que uv, modulo de pi. Rappelez-vous que quand il y a un coefficient positif, on peut l'enlever dans la mesure de l'angle. Comme l'angle est le même, et ben les cosinus vont être égaux. Quand x est négatif, et là c'est pareil, quand x est négatif, rappelez-vous que le xuv, c'est pi moins uv. Cette fois, quand on enlève, on a un coefficient négatif, c'est un peu comme si on avait un signe moins, et ben ça va, c'est pas la valeur de, c'est pas évidemment la valeur de x qui nous intéresse, c'est son signe, le fait qu'il soit négatif. Hein, rappelez-vous que ça fait pi moins l'angle. On l'avait vu comme ceci, on avait plutôt dit que moins uv, c'était pi moins uv. C'est celle-ci qu'on a comme propriété, modulo de pi. Donc, c'est pas un moins ici, c'est un nombre négatif, x, et donc c'est la même chose. Et donc, cosinus de xuv, et ben, alors, puisque c'est, si vous voulez, puisque ce xuv, on peut le remplacer par pi moins uv, et qu'on passe au cosinus, ben, vous voyez bien que les cosinus vont être opposés. Quand vous prenez pi moins un angle, par rapport à l'angle, quand je prends UV, quand ici j'ai petit x, pi moins x, il a un cosinus qui va être opposé. Donc ce qui nous donne que cosinus de xuv, c'est moins cosinus, et là il faut que j'enlève encore x, j'ai oublié d'enlever, vous l'enlevez aussi, c'est moins cosinus de u. Je suis désolé, c'est un peu rapide là, ça vient de toutes les propriétés de trigonométrie qu'on a vues avant sur les angles associés. Bon, bref, maintenant regardez ce qui se passe pour qu'on arrive enfin à démontrer notre propriété. Je pars de xuv, ça me donne valeur absolue de norme de u, norme de v, cosinus uv, mais quand je suis dans le cas positif, ça me donne x fois norme de u, norme de v fois cosinus uv, et dans le cas négatif, ça me donne moins x fois moins cosinus. Donc dans tous les cas, soit tout est positif, soit tout est négatif, et c'est pour ça que ça donne x, norme de u, norme de v, cosinus uv, tout est positif, et donc ça donne, et en mettant les parenthèses aux bons endroits, c'est-à-dire ici en mettant des parenthèses comme ça, là on retrouve le produit scalaire de u et de v, et donc le petit x qui est en facteur. Alors, comme c'est allé un peu vite, vous la relirez. Si vous la comprenez pas, si elle est un peu rapide, c'est pas très grave. C'est pourtant ça qui est intéressant dans la partie mathématique démonstration. Mais rappelez-vous que, en gros, quand j'ai un petit coefficient dans un produit scalaire, quand je fais le produit scalaire comme ça entre deux vecteurs, dont un des vecteurs, il y a un petit coefficient multiplicateur, il peut sortir en facteur. D'accord? Je veux pas qu'on y passe plus de temps pour comprendre la démonstration. C'est bon? Alors là, je pense que j'en ai perdu pas mal. On s'accroche parce qu'on a encore un peu de travail. Pour ce qui est de la bilinéarité du produit scalaire, ce n'est qu'une généralisation parce que, en fait, la linéarité ici, elle est liée au fait qu'on avait un coefficient que devant le vecteur u et pas devant le vecteur v. Donc, on l'a démontré, mais rappelez-vous que puisqu'il y a commutativité, puisqu'on peut commuter les deux vecteurs dans, voilà, ben ça doit être valable aussi pour le vecteur v. Et donc, la propriété qui s'appelle la bilinéarité du produit scalaire, bi pour 2, hein, évidemment, ben, nous dit que lorsqu'on fait le produit scalaire entre xu et yv, c'est la même chose que de faire le produit scalaire entre u et v et de multiplier par le produit xy devant. Bon, autrement dit, donc là, la démonstration, il n'y a plus rien à faire, c'est la linéarité et la symétrie qui permettent de faire ça.
Et donc, en gros, si vous aviez ça, si vous savez que U scalaire V oui, je pourrais dire ça comme ça, pardon. Imaginez que l'angle orienté UV, c'est égal à pi sur 3, modulo de pi. Ok. Et on sait que la norme de U égale 2. Voilà, il est un peu bugué. Hop, la norme de U égale 2, la norme de V est égale à 1. Et qu'on me demande de calculer le produit scalaire de 3U scalaire, on va faire 5V. Voilà. Ben, on va pas s'embêter à... on n'a pas l'angle entre 3U, 5V, ou tiens, je peux même faire moins 3U scalaire 5V, comme ça. Je vais pas m'embêter à regarder quel est l'angle, etc. Je sais que d'après cette propriété, d'après la bilinéarité du produit scalaire, eh ben c'est moins 3 fois 5 fois U scalaire V que je vais donc calculer. Donc c'est moins 15 fois la norme de U, donc la norme de U c'est 2, fois la norme de V c'est 1, fois le cosinus de l'angle qui vaut pi sur 3. Voilà. Ok. Et donc ça nous fait du moins 30 fois cos pi sur 3. Donc cosinus pi sur 3, je regarde sur mon cercle, le pi sur 3 c'est l'angle le plus grand des 3, le cosinus c'est 1,5. Hein, au bout d'un moment, le cercle on doit pouvoir le faire dans sa tête. Et donc ça fait du moins 15. Voilà. Donc, cette bilinéarité, ben, elle va nous permettre finalement de ne pas s'embêter. Quand il y a des petits coefficients multiplicateurs comme ça dans les vecteurs, ben, on peut les mettre en facteurs. Bon, voilà pour cette première partie. Cette première partie, on va faire un petit exercice. Donc, cette fois, on va faire... cette fois, on va faire l'exercice numéro 12. Alors, exercice numéro 12. On va juste faire le cas numéro 1, par exemple. Donc, on voit qu'on a... alors, il faut quand même que je le laisse, que je me ramène à mon... Hop. Voilà. Donc, je vais faire que le cas numéro 1. Donc, cas numéro 1. Rien de très difficile, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire cette fois on a 3 points distincts du plan et on nous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Mais comme on a tout ce qu'il faut, donc on va prendre, ça va pas être très dur, donc AB scalaire AC, on applique la définition, c'est-à-dire norme de AB fois norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle ABAC. Mais la norme du vecteur AB, c'est exactement la distance entre A et B. Hein. C'est la longueur du vecteur ou la distance entre les points, c'est pareil. Donc, ayez conscience que ça, c'est la même chose que ça. On peut l'écrire AB fois AC fois le cosinus donc de l'angle ABAC. Donc en remplaçant, ça nous fait du 5 fois 6 fois le cosinus de 2pi sur 3. On regarde même directement. Donc 5 fois 6, ça fait 30. Et le cosinus de 2pi sur 3, cosinus de 2pi sur 3, hein, ça fait moins 1,5, il est négatif. Et donc on trouve que ça fait moins 15. D'accord? Alors cet exercice 12, hein, c'est comme le numéro... c'est comme l'exercice 9, c'était uniquement de l'application directe, sans difficulté. Regardons le numéro... J'ai prévu peut-être le numéro 16. Voyons voir. Je vais avoir le temps de faire la deuxième partie. Donc, le numéro 16... non, je vais vous le laisser, le numéro 16. Il est intéressant. Alors, je vous montre juste à quoi il ressemble. Maths et physique-chimie.
regardez, en fait, on vous dit qu'en physique, le travail d'une force appliquée à un solide se déplaçant selon un mouvement rectiligne du point A vers le point B. Donc on imagine qu'on a, ici le A qui est soumis à une force. Et donc on a un point A qui se déplace selon donc qu'on appelle ça selon le mouvement de A vers B. Et en fait, on va définir une nouvelle notion en physique qui s'appelle le travail de la force. Ce qui n'est pas la même chose que l'intensité de la force. Une force a une intensité en Newton, mais oui, page 250, ouais, faut pas hésiter, pardon, à redemander. Donc ici, on s'intéresse au travail et on vous dit qu'en fait, pour calculer le travail, on va seulement calculer le produit scalaire entre la force et le déplacement, le vecteur déplacement, quand on se déplace de A vers B, comme ça. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut, puisque vous avez ici la formule qui donne la norme du vecteur P, vous vous rappelez, c'est l'intensité du poids, donc c'est P égale mg. Donc vous avez toutes les informations, et puis vous avez aussi le déplacement. Voilà. Donc, je vous laisserai le chercher, celui-là, on ne le fait pas maintenant. On en reparlera. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le produit scalaire va permettre de calculer des vraies grandeurs physiques. Donc, est bien défini. C'est pas seulement une lubie des mathématiciens, c'est que ça aura une vraie utilité, en particulier en physique et en mécanique. Donc, revenons ici et revenons sur la partie cours. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait voir 4 manières de calculer un produit scalaire. Donc, si on revient sur notre première partie, vous voyez, on a fini la partie, le grand 1, qui est finalement la manière de définir le produit scalaire, et on le définit avec le produit des normes des deux vecteurs et le cosinus de l'angle. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir calculer un produit scalaire autrement. Donc, c'est le grand 2. Produit scalaire dans un repère orthonormal. Bah oui, on sait que les vecteurs, on peut les placer dans des repères OIJ, et donc on va pouvoir calculer des produits scalaires avec les coordonnées. Je vous rappelle qu'on a dans un repère, quand on fait le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, on avait dit que U scalaire U, c'était le carré scalaire de U, U scalaire U, c'était le carré de la norme de U. Ok ? Et là, on est dans un repère orthonormal. Un repère orthonormal, n'oubliez pas que ça signifie deux choses. Ça signifie que c'est un repère orthogonal, autrement dit que les deux vecteurs du repère I et J sont orthogonaux, forment un angle droit, les repères des axes, qui dirigent les deux axes du repère. Mais ça veut aussi dire que le repère est normal, normé. Ça veut dire que la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1. D'accord ? C'est ça un repère orthonorme. Et donc, ça nous permet de dire que quand on fait le produit scalaire I scalaire I, c'est-à-dire le produit scalaire par lui-même, ça fait la norme de I au carré, mais comme on a dit que la norme de I c'était égal à 1, ça fait évidemment 1 au carré, et ça fait 1. Vous allez voir que ça va nous servir dans les démonstrations. Et I scalaire J, alors pareil, j'ai pas marqué, mais J scalaire J, ça fait aussi 1, le carré scalaire de J. Et I scalaire J, ça fait 0, oui, puisque les vecteurs sont orthogonaux, rappelez-vous, on l'a réencadré là, pour dire, attention, dès que deux vecteurs sont orthogonaux, dans ce cas-là, le produit scalaire sera égal à 0. Donc le produit scalaire de I et de J est obligatoirement égal à 0. Ok ? Alors, une propriété importante qui va nous servir dans le théorème suivant, pour démontrer le théorème suivant, c'est que quand on a trois vecteurs du plan, U scalaire V plus W, c'est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Et on appelle ça la distributivité du produit scalaire. J'aurais même dû dire distributivité du produit scalaire sur l'addition vectorielle. Vous voyez que c'est bien, c'est pas pour rien si on appelle ça un produit, c'est que cette fameuse opération qui est un peu bizarre parce que
elle donne pas un vecteur. Quand on fait le produit scalaire de deux vecteurs, ça donne un nom, mais elle a des propriétés similaires à la multiplication, puisqu'en particulier, elle se distribue sur l'addition, comme la multiplication des nombres. On comprend pourquoi hein, ça s'appelle un produit. C'est sûrement parce qu'elle a des propriétés similaires à la multiplication des nombres. Alors ça se distribue comme ça, mais ça se distribue évidemment, j'ai marqué idem à droite, c'est-à-dire hein, on aurait pu écrire que V plus W scalaire U, c'est V scalaire U plus W scalaire U. Ça se distribue aussi comme ceci. Ok? Bien. Théorème très important, et vous avez vu que c'est la dernière chose de cette partie 1, mais qui va nous donner une autre manière de calculer un produit scalaire. On vous dit, si jamais on connaît les coordonnées de deux vecteurs dans un repère, alors le produit scalaire de U de V, c'est égal au produit des abscisses des deux vecteurs plus le produit des ordonnées des deux vecteurs. Donc ça se calcule très facilement quand on a des coordonnées dans un repère orthonormé. Alors, donc parfait, ce sera vraiment une deuxième manière de calculer un produit scalaire avec des coordonnées. Mais évidemment, avant ça, avant de pouvoir l'utiliser, il faut démontrer cette formule. Donc je vous l'ai écrite la démonstration, mais je vous la réexplique. Elle est intéressante cette démonstration, elle n'est pas très compliquée une fois qu'on a vu qu'on utilisait surtout de la distributivité et le fait qu'on soit dans un repère orthonormé. Donc, n'oubliez pas que c'est très important aussi. Alors, je les écris en ligne là comme ça, mais c'est vrai que pour les vecteurs, vous rencontrerez aussi cette notation pour les coordonnées. Soit on les écrit en ligne avec un point-virgule qui sépare les deux coordonnées, soit on les écrit en colonne qui différencie avec les coordonnées de points, sachant que l'abscisse est toujours en haut et l'ordonnée toujours en bas. Donc voilà, première chose. Et n'oubliez pas, donc, quelle que soit l'écriture, que dire que U a des coordonnées xy dans le repère OIJ, ça signifie que le vecteur U s'écrit de manière unique x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. Hein, c'est cette égalité-là, finalement, qui permet de définir des coordonnées. C'est parce que le vecteur U se décompose horizontalement et verticalement en fonction des vecteurs du repère I et J que ces petits coefficients x, y qu'on trouve, c'est eux qu'on appelle les coordonnées. J'espère que ça, vous l'avez un petit peu en tête. On l'a pas, non, c'est vraiment du problème de seconde. Je préfère vous le remontrer, même si j'espère que ça va pour tout le monde. Donc ici, regardez, je fais mes petits vecteurs de I et J là. Et puis je vais prendre un vecteur, voilà. Donc là, ça c'est le vecteur I, ça c'est le vecteur J, et voilà mon vecteur U. Donc, pourquoi est-ce que le vecteur U a des coordonnées? Parce qu'on peut décomposer le vecteur U de manière unique comme étant, voilà, le jaune n'est pas du tout intéressant, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre voilà ça par exemple. Donc, regardez, quand je peux le décomposer de manière unique comme étant la somme de ces deux vecteurs bleus, bleu-vert, enfin cyan. Et or, ce vecteur bleu, il est collinaire à I, et donc c'est un multiple de I, il vaut un certain nombre de fois le vecteur I, on peut l'appeler X, ce coefficient. Ce vecteur bleu vertical, il est collinaire à J, donc il vaut Y fois le vecteur J. Et vous voyez bien que le vecteur U, c'est bien XI plus YJ, comme ça. Et c'est cette décomposition-là qui nous définit donc les coordonnées du vecteur. Bon, et c'est important, ça c'est du problème de seconde, hein, c'est vraiment des choses de l'année dernière, mais c'est important pour comprendre pourquoi j'ai écrit cette première égalité-là. Donc, quand on écrit U scalaire V, on remplace U par XI plus YJ, et on remplace V par X'I plus Y'J, parce que ce sont les coordonnées qui étaient données dans le théorème. Qu'est-ce qu'il suffit de faire après?
bah, il suffit seulement de distribuer, de faire la double distributivité. Hein. Bah oui, parce que si la distributivité fonctionne, c'est que la double distributivité va fonctionner aussi. Et donc, ça fait, ben voilà, xi scalaire. Alors, attention, c'est de la distributivité avec des produits scalaires. Donc, tous les points qu'on écrit sont des produits scalaires. Hein. Donc, xi scalaire x'I plus xi scalaire y'J plus yj scalaire, etc. Je fais ma double distributivité. Ensuite, j'ai pas mis les parenthèses, mais j'aurais pu et je vais utiliser la bilinéarité. Regardez, le fait d'avoir que la bilinéarité du produit scalaire soit valable fait que je vais pouvoir prendre mes petits coefficients x et x', les mettre devant là, comme ça, en facteur, et m'intéresser à i scalaire i. Pareil ici, ça va me faire du i scalaire j, j scalaire i et j scalaire j. Vous comprenez? Ça, c'est finalement ce passage de là à là, c'est la bilinéarité qui me permet de le faire. Et le passage de là à là, c'est la distributivité du produit scalaire. Donc vous comprenez que ces démonstrations, elles s'appuient sur évidemment tout ce qu'on a mis en place juste avant. Et donc ensuite, évidemment, i scalaire i, je vous rappelle qu'on l'a écrit avant, i scalaire i, ça vaut 1. Et donc, je vais remplacer i scalaire i, c'est le carré scalaire de i, ça vaut 1. I scalaire j, ça vaut 0. J scalaire i, ça vaut 0. J scalaire j, ça vaut 1. Et regardez ce qu'on trouve quand il reste. On trouve xx' plus y'. Et ça, pour n'importe quel vecteur, n'importe quel couple de vecteurs dont on connaît les coordonnées. Bon, voilà cette petite démonstration qui nous permet maintenant de calculer un produit scalaire uniquement avec des coordonnées. Alors, c'est bon pour ça? Vous avez eu le temps d'écrire? Il n'y a pas grand-chose à écrire. Normalement, vous avez le cours. Hein, je vous l'avais envoyé. Mais c'est important de comprendre la démonstration. Célia, j'attends que tu aies écrit pour voir si... Ok, alors moi, j'aurais pas tout à fait terminé à 17h. C'est pas grave, tu termineras en regardant la vidéo et sachant que il y a pas mal de... tu verras qu'il y a pas mal d'exercices à faire. Donc, en regardant la fin de la vidéo, tu pourras voir le travail à faire. J'enverrai, je pense, aussi un mail avec ce que vous devez faire pour mercredi. Donc, je veux qu'on fasse un ou deux exercices d'application. Donc, je reviens dans ma partie exercice, toujours page 250. Et donc, on va regarder l'exercice 9, l'exercice 9, petit a. Donc, on peut faire juste le 9a. Alors, peut-être que ce que je pourrais faire, si je vais quand même je vais quand même faire pareil. Donc, imprime écran. Hop. Je me dépêche. Voilà, donc, par exemple, celui-là. Ok. Donc là, c'est simple. Vous avez, on est vraiment dans un exercice très très simple, c'est-à-dire on me demande de calculer un produit scalaire et je connais les coordonnées de mes deux vecteurs. Donc, allons-y. Hein. U scalaire v, c'est donc, alors, si je mets ma formule, c'est xx'. Alors, en fait, là, on voit que ce serait un peu dommage de l'écrire xx' parce qu'on ne sait pas ce que c'est que x et x'. Bien sûr que nous, ça fait référence au cours. Si je voulais tout à fait rédiger ça correctement, je devrais écrire ça. XU fois XV plus YU fois YV. Parce que là, vous voyez bien que j'ai pas besoin, on comprend que cette formule-là, ça veut dire l'abscisse de U, l'abscisse de V, l'ordonnée de U, l'ordonnée de V. C'est un peu plus rigoureux. Donc ici, ça fait évidemment 1 fois 3 plus 2 fois moins 1. Ce qui nous donne 3 moins 2, et ça fait 1. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même pas compliqué de calculer un produit scalaire avec des coordonnées. Ça nous donne ça. Un autre exemple. On va faire le 23. Donc le 23, est-ce que c'était celui-là? Oui, celui-là me semble être un peu le plus intéressant.
Donc on terminera sur ça. Et vous aurez des petites choses à faire là-dessus. Mais je veux qu'on en fasse un peu plus compliqué pour voir un peu comment on s'en sert. Ok, c'est à bientôt. Donc, voilà. Bien, alors voilà notre numéro 23. Ah, j'ai fait une bêtise. Je reviens en arrière. Est-ce que je peux revenir en avant? Non, c'est pas grave, on recommence. Bien, alors, allons-y. Donc, dans cet exercice, vous avez 3 points dont on connaît les coordonnées. Ok. Première chose, on nous demande de calculer le produit scalaire. Alors, calculer le produit scalaire, il n'y a pas de problème. Pour calculer le produit scalaire, on va appliquer notre formule avec les coordonnées puisqu'on n'a rien d'autre. Donc, question petit 1. Et donc, on va faire BA scalaire BC. Alors, que nous dit le cours? Il nous dit que c'est l'abscisse du vecteur BA, que j'écris XBA, fois l'abscisse du vecteur BC, plus l'ordonnée du vecteur BA, fois l'ordonnée du vecteur BC. Ok. Mais alors, l'abscisse du vecteur BA, il n'est pas donné, puisque là, cette fois, les coordonnées du vecteur BA n'étaient pas données. Donc, c'est pas grave. L'abscisse du vecteur BA, je sais la calculer depuis la seconde. Hein. Vous vous rappelez, on a vu en seconde que les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins yk. Et c'est lui xba. Alors j'ai mis AB. Lui, ça s'appelle l'abscisse du vecteur AB, pour le coup. Et lui, c'est l'ordonnée du vecteur AB. D'accord? Donc ici, c'est l'abscisse du vecteur BA, c'est toujours l'abscisse de l'extrémité. Ici, l'extrémité s'appelle A, moins l'abscisse de l'origine. Pareil pour XBC, c'est l'abscisse de l'extrémité, c'est moins l'abscisse de l'origine, XB. Pareil pour les ordonnées, YA moins YB, facteur de YC moins YB. Donc attention à l'ordre, ce sont des soustractions pour calculer les coordonnées des vecteurs à partir des coordonnées des points. Alors évidemment, on aurait pu les calculer avant, mais on peut aussi les calculer à l'intérieur de notre calcul, comme ça. Et on voit qu'on n'a plus qu'à remplacer. On a tout ce qu'il faut. Donc je vous rappelle que l'abscisse de A, c'est lui là, c'est 2, hein, puisqu'on les a fait, c'est dans le même ordre, hein, ABC, 3 points du plan de coordonnées respectives, donc là c'est les coordonnées de A. Donc ça nous fait du abscisse de A, c'est-à-dire 2 moins l'abscisse de B. L'abscisse de B, c'est moins 2, alors on fait attention. On rajoute des petites parenthèses comme ça. L'abscisse de C, l'abscisse de C, c'est 2 racines carrées de 3. Moins l'abscisse de B c'est moins 2. Donc là, il faut être vigilant au moment où vous remplacez, c'est là où on commet le plus d'erreurs d'inattention. L'ordonnée de A, c'est moins 1, moins l'ordonnée de B, c'est 3. L'ordonnée de C, c'est 1 plus 2 racines de 3. C'est la deuxième coordonnée. Moins l'ordonnée de B, c'est 3. Voilà tout ce calcul qui va nous donner la valeur du produit scalaire BA scalaire BC. Alors 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Facteur de 2 racines de 3 plus 2. Et là, on a du moins 1 moins 3, ça fait moins 4. 1 moins racine de 3, c'est moins 2, plus 2 racines de 3. Donc là, il y a un petit travail de développement. Hein. On va développer, on va distribuer. Donc là, c'est des calculs de nombres. Hein. Il n'y a plus de produit scalaire ici. Hein. On n'est plus avec des vecteurs. On a seulement des nombres. Donc ça fait 4 fois 2 racines de 3, ça fait 8 racines de 3.
plus 4 fois 2, plus 8, moins 4 fois moins 2, moins 8, moins 4 fois 2 racine de 3, moins 8 racine carrée de 3. Et là, ça s'élimine. 8 racine de 3 moins 8 racine de 3, il nous reste 16. Voilà pour cette question 1 qui est demandé de calculer un produit scalaire, mais on n'avait pas les coordonnées des vecteurs, on n'avait que les coordonnées des points. Bon, ben, ça passe par le calcul des coordonnées de vecteurs. Ça va? Après, c'est toujours la même formule, hein. On utilise cette formule. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va en faire après. Parce que cette fois, on va s'en servir de ce produit scalaire. Ce fameux 16, là, il va nous servir. Puisque la question, c'est d'en déduire l'angle en radian. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas de figure tracée, hein. On vous demande d'ailleurs, on pourrait les placer, mais vous avez vu le point C, là, 2 racines de 3 et 1 plus 2 racines de 3, c'est pas évident de le placer précisément. Donc, c'est pas un objectif de le faire géométriquement. On va utiliser ce qu'on sait faire. On nous demande de calculer la mesure de l'angle CBA. Alors, je fais quand même une petite figure. Je vous rappelle qu'on a BA et puis BC. Bref, je les mets un peu n'importe où comme ça. Mais ici, on a une configuration comme ça, un peu en triangle, obligatoirement. Ça pourrait être aplati si les points étaient alignés, mais ça, on ne sait pas, on ne le sait pas encore. On a trouvé que le produit scalaire il était égal à 16, et on nous demande d'en déduire la mesure de l'angle CBA. CBA, c'est donc cette mesure-là. On voudrait connaître cet angle-là, cet angle géométrique. Alors, vous comprenez bien que si on connaissait une mesure de l'angle orienté BABC, bah, l'angle CBA, ce serait... on sait que c'est une valeur positive puisque c'est un angle géométrique, mais on pourrait trouver en radian sa mesure. Et donc là, on nous demande de calculer un angle, alors qu'on n'est pas dans un triangle rectangle, hein, vous remarquez. Mais évidemment, le mot important, c'est le mot en déduire. En déduire, c'est-à-dire qu'on va se servir du produit scalaire. Et donc, pour ça, il faut se dire, mais finalement, le produit scalaire, on sait le calculer de plusieurs manières différentes. On sait le calculer avec les coordonnées, ça y est. Alors regardons ce qui se passe avec l'autre définition. Si j'avais utilisé l'autre définition, BA scalaire BC, je sais que ce serait la norme de BA fois la norme de BC fois le cosinus de l'angle BA BC. Cosinus de cet angle BABC qu'on aimerait bien calculer. Et donc, mais cette fois dans cette égalité, regardez quels sont mes inconnus. Et cette fois, mes inconnus, en fait, qu'est-ce que sont ce que je connais? Je connais BA. Ah, pas tout à fait. Il va falloir qu'on voit un peu comment le calculer ou qu'on revoie comment le calculer. C'est un problème de... Mais en fait, je vous rappelle que quand vous avez les coordonnées des points, vous avez une formule qui vous permet de calculer la norme du vecteur ou la distance. Donc, on va en reparler. Donc, ça, on va être capable de le calculer. La norme de BC, le point B, le point C étant connu, on va être capable de calculer cette norme. Le produit scalaire, on l'a déjà calculé, il vaut 16. Regardez dans cette égalité, la seule inconnue véritable, c'est bien l'angle. Et donc, on va se servir de cette égalité pour calculer l'angle BABC. Et si on connaît une mesure de l'angle BABC, on connaîtra bien la mesure de l'angle CBA, l'angle géométrique. Donc, allons-y. Donc, on a besoin d'abord de calculer la norme de BA. Donc, la norme de BA. Alors, comment on calcule la norme? La norme d'un vecteur comme ça, la formule elle est simple, hein, ça vient du terme de Pythagore, c'est la racine carrée de l'abscisse du vecteur BA au carré plus l'ordonnée du vecteur BA au carré. Je vous réécris ici à côté, c'est un rappel de seconde, hein. Rappel de seconde. Si U a pour coordonnées x, y et si U a pour coordonnées x, y dans un repère orthonormé,
alors la norme du vecteur u, c'est toujours égal à racine carrée de x carré plus y carré. Ça, c'est la formule générale. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on calcule la norme. Et donc, directement, ben, allons-y. Terminons ça. Donc ça nous fait donc du... Alors, on l'a déjà calculé en fait ici. Hein. Les coordonnées de xa et xb, on les a calculées. Alors là, c'était 4. Donc, et ici, l'ordonnée, c'était moins 4. Hein. On les a calculées là et là. Donc là, je ne refais pas mon calcul. C'est donc 4 au carré plus moins 4 au carré. Donc ça nous fait racine carrée de 16 plus 16, ça fait racine carrée de 32. Alors, 32, comme le fait que ce soit 16 fois 2, ça va nous donner du 4 racine carrée de 2. Voilà la norme de BA. Calculons la norme de BC, puisqu'on en a besoin là. Donc la norme de BC, c'est la racine carrée de x BC au carré plus y BC au carré. Et ça nous fait donc racine carrée de... Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque BC, ça nous fait du 2 racine de 3 plus 2 au carré, plus moins 2 plus 2 racine de 3 au carré. Alors, juste une chose, il faut que je me rajoute une petite page. Hop. Voilà. Alors. Donc ici, voilà, je n'étais pas en bas. Donc ici, on en est là. Alors on va avoir besoin de calculer ça et de simplifier un petit peu tout ça. Donc là, je suis obligé de faire un petit peu d'appliquer mes identités remarquables. Hein. J'ai du a plus b au carré, j'ai pas le choix. Donc ça nous fait du 2 racine de 3 au carré, ça nous fait 4 fois 3, 12. Plus le 2ab, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 racine de 3. Je ne vais pas y passer du temps. Plus 2 au carré qui fait 4. Donc ça, c'est la forme développée de cette expression-là. Plus moins 2 au carré, ben, ça fait encore 4. Plus 2 fois moins 2 fois 2 racine de 3, ben, on va trouver moins 8 racine de 3. Plus 2 racine de 3 au carré, ça nous fait du 3 fois 4, 12. Voilà. Et vous voyez que là, ça va, les 8 racines de 3 s'éliminent, ça nous arrange bien. Et donc, on trouve 12 plus 12, ça fait 24. 24 plus 8, ça fait 32. Racine de 32, 4 racines de 2. Ok. Donc, ça y est, on a tout ce qu'il faut. Regardez, je vais reprendre mon égalité, que je vais écrire dans l'autre sens. Donc, je vais écrire norme de BA fois norme de BC fois le cosinus de l'angle BA BC est égal à BA scalaire BC. J'ai écrit l'égalité dans l'autre sens. Et je remplace. Norme de BA, ça fait 4 racines carrées de 2. Norme de BC, 4 racines carrées de 2. Cosinus de l'angle BABC, bah c'est ce que je cherche. Et BA scalaire BC, on avait trouvé 16. Alors, combien ça fait? Bah, ça nous fait du... ça va nous faire du 4 fois 4, 16. Racine de fois racine de 2, ça fait évidemment 2. 16 fois 2, 32. Donc, on trouve que cosinus de l'angle BA BC est égal à 16 sur 32. 16 sur 32, ça se simplifie en 1/2. Donc ça nous fait ça. Et maintenant, on cherche un angle. Un angle, je vous rappelle, on cherche un angle avec la mesure principale et un angle géométrique, hein, ce qui nous intéresse surtout. C'est une mesure qui soit positive. Et donc, on peut l'écrire comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut dire de BABC? Puisqu'il a un cosinus qui vaut 1/2,
Je vous rappelle que pour avoir un cosinus qui vaut 1/2, le cosinus vaut 1/2, c'est quand l'angle il vaut soit pi sur 3 modulo de pi, d'accord, soit il vaut moins pi sur 3 modulo de pi. Ça, c'est pour l'angle géométrique. L'angle, pardon, orienté de vecteur. Soit il est là, soit il est là. Hein. Moins pi sur 3 modulo de pi. Mais donc, nous, comme on cherche l'angle CBA, géométrique, comme ça, bah évidemment, ça ne peut être qu'une mesure positive, c'est pas un angle orienté, et donc ça ne peut être que pi sur 3 radians. Pi sur 3 radians. D'accord? Vous prenez la valeur positive, puisque c'est un angle géométrique. Et donc, dernière question, et on en terminera là. Donc là, on a trouvé l'angle CBA qui vaut pi sur 3 radians. Quelle est la nature du triangle ABC? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, on a trouvé que c'était un angle qui avait d'abord deux côtés de même longueur. Regardez, 4 racines de 4 racines de 2, 4 racines de 2. Donc en fait, on a trouvé que ici, on avait un triangle isocèle, puisqu'il avait deux côtés de même longueur. Donc on avait BA égale BC. Donc BAC est isocèle en B. Mais regardez ce qu'on a aussi. On a l'angle au sommet là qui vaut pi sur 3. Or, je vous rappelle que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Et si l'angle au sommet vaut déjà pi sur 3, je vous rappelle que les deux angles à la base ici, qui sont censés être égaux, eh ben, ils doivent se partager ce qui leur reste. Autrement dit, ils ont 2 pi sur 3, puisque la somme fait pi. Donc, ils ont 2 pi sur 3 à se partager. Et donc, ça veut dire obligatoirement, chacun des angles fait pi sur 3. Et si chacun des angles fait pi sur 3, ça veut bien dire que le triangle est équilatéral. On peut l'écrire comme ça. Donc, je peux l'écrire, c'était BAC. D'accord? Donc, on peut l'écrire que BAC est égal à BCA. Mais or, CBA est égal à pi sur 3. Donc, nécessairement, je ne refais pas les détails des calculs vu l'heure qu'il est, nécessairement BAC égale BCA est aussi égal à pi sur 3. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, le triangle ABC est équilatéral. Bon, pour résumer, là, peut-être que vous avez eu du mal à tout copier, je suis allé un peu vite. Pour résumer, on a utilisé dans cet exercice, finalement, les deux définitions, les deux manières de calculer un produit scalaire. Au début, on a utilisé les coordonnées, d'accord, la formule des coordonnées. Ça nous a trouvé le produit scalaire. Et une fois qu'on avait le produit scalaire, en calculant entre-temps les normes des deux vecteurs, on a pu calculer finalement l'angle qui nous manquait. Et oui, parce que finalement, dans cette égalité, la seule inconnue, c'était l'angle. Donc, le produit scalaire va nous permettre de calculer aussi des angles. D'accord? On en reparlera, on verra dans les applications du produit scalaire en particulier, des liens forts avec les angles. Bon, voilà pour ce cours d'aujourd'hui, là, qui était un petit peu long, mais on attaque un nouveau chapitre qui est très dense, il y a beaucoup de choses. Donc il faut maintenant vous entraîner à faire des petits exercices. C'est des petits exercices du livre, ils ne sont pas très durs, mais il faut y passer un petit peu de temps. Donc je vais vous noter le travail à faire. Donc vous allez prendre votre agenda et vous allez le marquer pour mercredi. Est-ce que vous avez eu le temps de tout noter là sur la diapo d'avant, là ici, ça va? Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo pour réécouter les explications ou renoter des petites choses pour lesquelles vous n'auriez pas eu le temps de noter. Bien, alors, donc ça va être pour mercredi. Pour mercredi, vous allez me faire
exercice 10 B, D. Exercice 16. Voilà. Là, on a fait le numéro 23. Donc, il y a l'exercice aussi 11 à faire. Et le 24, 25 et 26. Tout ça, page 250, 251. Donc, vous avez 6 exercices à faire sur le produit scalaire. Pour jeudi, le prochain cours, ce sera le jeudi. Je crois qu'on a dit que ce serait jeudi à 9h. D'accord? Puisqu'on a un peu recalé sur le cours de maths, sur les horaires du cours de maths. Donc ce sera à 9h. Il faut avoir lu la partie 2. La partie 2, je vais vous envoyer par mail juste après. Donc, dans la partie 2, vous allez voir qu'on va définir le produit scalaire de 2 autres manières différentes. Enfin, on va avoir des propriétés du produit scalaire, des manières de calculer un produit scalaire, encore avec d'autres prérequis, d'autres notions. Et donc, à la fin, on aura 4 manières pour calculer un produit scalaire. C'est ça l'objectif. Et donc, suivant les situations, on choisira telle ou telle formule pour calculer le produit scalaire. Donc, lire la partie 2 pour jeudi. Jeudi, je vous l'expliquerai, cette partie 2. Et ensuite, vous aurez des exercices à faire. D'accord? Je vous parlerai mercredi un petit peu qu'est-ce que je vais vous demander comme travail pendant les vacances et comment ça va se passer. A priori, vous êtes en vacances à la fin de la semaine. Donc, on fera pas de cours en live comme ça. Mais je vais quand même un peu vous donner du travail et que ce ne sera pas du travail où je vais vous donner tout le travail à faire pour 15 jours. Ce sera un petit peu rythmé quand même. Voilà, de toute façon, a priori, vous êtes chez vous, donc on n'avance pas aussi vite qu'on avancerait quand on serait en cours, même si vous avez peut-être la sensation que ça avance quand même. Donc je vais pas vous lâcher complètement pendant ces petites vacances. Je vais quand même vous demander un petit travail régulier et vous envoyer des corrigés, des choses comme ça au fur et à mesure. Ça, je vous en parlerai donc jeudi dans le